Le personnage de Blade apparaît pour la première fois en juillet 1973 dans le numéro 10 du Tombeau de Dracula, publié par Marvel. Imaginé par Marv Wolfman et dessiné par Gene Colan, il débute comme un simple second rôle. Dans ses premiers épisodes, il est un chasseur de vampires déterminé, armé de pieux en bois et maîtrisant le combat à la perfection. Alors comment faites-vous pour les tuer? Avec des pieux, des croix? Les croix, ça ne fonctionne pas. Contrairement à la version que l'on connaît aujourd'hui, il n'a alors aucun pouvoir surnaturel. Il s'agit simplement d'un humain entraîné, avec une solide rancune contre les vampires. L'idée qu'il soit mi-homme, mi-vampire n'apparaîtra que bien plus tard dans les comics. Je ne vois peut-être pas les choses de cette manière. Tu ne vas pas prétendre que tu es encore humain? Son origine tragique, la mort de sa mère mordue par un vampire pendant l'accouchement, n'est d'ailleurs pas encore développée à ce stade. Lorsqu'il passe sur grand écran à la fin des années 90, le personnage évolue encore. Fini l'image old school du héros des 70s. Place à une incarnation plus sombre, plus urbaine, presque prophétique dans son style. Les vampires? Qui a dit que j'étais un vampire? Mais personne. Le scénario est signé David S. Goyer, futur architecte de plusieurs adaptations d'ici, qui modernise totalement l'icône. L'adaptation ciné a aussi profondément revu certains personnages issus des comics. C'est le cas de Frost, l'ennemi principal. Vous déraillez, Frost. C'est vrai. Ou peut-être que j'ose dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Dans les comics, il s'agissait d'un homme mûr aux cheveux blancs, glacial et cérébral. Et à l'écran, il devient tout l'inverse. Un vampire jeune, stylé, arrogant, joué par Steven Dorff. Je sais que vous n'êtes pas content. Ah bon, ça se voit à ce point? Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème, on aura la fête. Un antagoniste plus en phase avec les codes de la fin des années 90, entre menace cool et ambition démesurée. Deacon Frost. Ça fait un sacré bout de temps qu'on le traque. Son objectif reste inchangé, déclencher l'apocalypse et offrir le monde aux buveurs de sang. Le monde nous appartient, pas aux humains. Vous le savez. Ce que l'on sait moins, c'est que le projet a mis du temps à prendre forme. Dans les années 80, New World Pictures, alors détentrice de plusieurs licences Marvel, avait envisagé une version radicalement différente. Un western vampirique situé au Mexique avec Richard Roundtree dans le rôle principal. Une idée originale, mais qui est vite tombée aux oubliettes. Il faut attendre le début des années 90 pour que Blade réapparaisse dans les radars. Marvel Studios, encore balbutiant sur le terrain du live action, relance l'idée. À cette époque, le rappeur LL Cool J fait part publiquement de son intérêt pour le rôle, signe que le personnage, pourtant mineur sur papier, résonne déjà dans la culture afro-américaine. Mais c'est finalement New Line Cinema qui remet sérieusement le projet sur pied. Le scénario est confié à David S. Goyer, comme je l'ai dit juste avant, qui saute sur l'occasion pour proposer sa propre vision. Le projet attire même brièvement un autre nom prestigieux, David Fincher. Le metteur en scène de Seven et Fight Club planche un temps sur une version du script avec Goyer. Bon, une collaboration de courte durée, mais révélatrice de l'intérêt que suscitait déjà le potentiel cinématographique de Blade. C'est finalement Stephen Norrington, qui s'est d'abord fait connaître dans la création d'effets spéciaux de nombreux films comme Alien le Retour, qui est engagé pour la réalisation. À ses débuts, le projet aurait pu suivre une trajectoire radicalement différente. Chez New Line Cinema, certains imaginaient un ton plus léger, presque parodique, comme si le studio peinait à croire qu'un film de super-héros sombre et sérieux puisse trouver son public. À un moment, l'idée absurde de transformer le personnage en homme blanc a même été envisagée. Heureusement, le scénariste a tenu bon, imposant une vision bien plus ambitieuse et fidèle à l'esprit original. C'est du doc. Pour lui, il ne s'agissait pas seulement d'un film de vampire en plus, ni d'une adaptation jetable. Il voulait ancrer l'univers dans une logique réaliste, quasi scientifique, en traitant le vampirisme comme une pathologie biologique plutôt qu'une malédiction mystique. Une approche inédite à l'époque, pensée dès le départ pour s'étendre sur plusieurs volets, avec une structure dramatique inspirée des grandes tragédies. Tu as passé ta vie à traquer le vampire qui avait mordu ta mère. Eh bien, me voilà. Il tenait également à rompre avec l'image romantique véhiculée par des œuvres comme Entretien avec un vampire, où les buveurs de sang sont torturés, poétiques, presque attendrissants. Je suis fait de chair et de sang, mais je ne suis pas humain. La vie n'a plus aucun sens, n'est-ce pas? Il s'appelle Lestat. Il choisit un homme, lui donna un pouvoir infini, la vie éternelle. Ici, les vampires redeviennent des prédateurs purs, organisés, impitoyables, opérant dans l'ombre comme une société secrète parfaitement huilée. Écoute, c'est fini. J'aimerais que tu entre nous. reconnaisses les choses Tout et que est tu fini. arrêtes.
Petit détail intéressant, les premières versions du script précédaient la sortie d'une Nuit en Enfer ou Un vampire à Brooklyn. Pourtant, on retrouve dans ces films la même volonté de dépoussiérer le mythe, de le secouer, de le réinventer. Dans un coin perdu, au fin fond de nulle part, 2 des criminels les plus dangereux d'Amérique foncent vers la frontière. Pour eux, la liberté se trouve au bout de la nuit. Réalisé par Robert Rodriguez, écrit par Quentin Tarantino, Une nuit en enfer. Wesley Snipes ne s'est pas imposé d'emblée dans le rôle. Avant ce film, il avait tenté de lancer une adaptation de Black Panther sans succès. Un échec qui ne l'a pas découragé, bien au contraire. À ce moment-là, il était déjà bien installé dans le paysage hollywoodien, connu notamment pour ses rôles dans des films d'action. Lorsqu'il tombe sur le script du Chasseur de vampires, le déclic est immédiat. En 1996, il signe officiellement pour incarner le personnage tout en produisant le film via sa société Amen-Ra Films. Dès le départ, il veut aller au-delà de la simple performance physique. Il s'implique dans l'élaboration du récit, insufflant une dimension tragique à la Shakespeare pour approfondir la dualité de son personnage, tiraillé entre 2 mondes, 2 natures, 2 héritages. On y va! Ne bougez plus! Mais qu'est-ce qu'il va tuer? C'est fou! Dès la pré-production, plusieurs grands noms sont évoqués pour tenir le rôle principal. Denzel Washington, Laurence Fishburne, les options sont sur la table, mais dans l'esprit du scénariste, aucun doute possible, Snipes était Blade. L'acteur avait la présence, l'intensité, ce mélange de froideur et de fureur intérieure qui collait parfaitement au personnage. Playing a comic book character is the best of all worlds, because anything goes. Create a different voice, create a different look, different sound, different way of moving, with talking. All the stuff very different from Wesley. Une fois le script finalisé, il lui est envoyé sans même chercher d'alternative. L'union entre l'acteur et le rôle était inévitable. Avant Steven Dorff, plusieurs acteurs ont été pressentis pour incarner Frost. Jet Li a décliné la proposition, préférant tourner L'Arme Fatale 4, tandis que Skeet Ulrich, révélé peu avant dans Scream, avait manifesté son intérêt pour le rôle. Chier. Quoi? Mais c'est finalement Dorff qui a su imposer une version moderne et dangereuse du personnage. Jolie planque, on a mis un certain temps pour la trouver! Well, what I'm trying to do with Frost is kind of, there are elements where you should be kind of afraid of him, where he releases this kind of nasty side, which, you know, is very animalistic. But at the same time, I've tried to have fun with him as well, like trying to make him very relaxed and funny and charming. And for the first half of the movie, he's actually not, it's clear what he wants to do, but he's doing his clubs, he has all these ideas, you know, he's in preparation for his plan that he doesn't really, nobody really knows, and it gets revealed later in the film, but he's having a good time, you know, so I'm trying to make a character that will have unpredictable moments, and then, you know, you might start to like him in a way, and then you realize that you're not supposed to like him, maybe. Depuis quand n'avez-vous pas eu l'occasion d'apprécier un beau lever de soleil? Ah, c'est vrai, j'avais oublié, vous êtes un vampire, vous n'avez jamais eu ce plaisir, c'est dommage. Nous allons partager tous les deux ce grand moment. Le tournage débute officiellement le 5 février 1997 à Los Angeles avec un budget plutôt confortable pour l'époque, environ 45 millions de dollars. La production a été à l'image du film, intense, parfois chaotique et toujours à la frontière entre l'audace et la folie. La séquence d'ouverture dans la boîte de nuit, aujourd'hui culte, n'a pas été de tout repos à mettre en scène. Tournée dans une usine, la scène a mobilisé des dizaines de figurants aspergés de faux sang, projetés via des arroseurs. Certains n'avaient pas été prévenus de l'intensité de l'effet et quelques-uns ont quitté le plateau dans un état de sidération. Mon Dieu, oui, c'est lui. Ce moment qui a marqué les esprits dès les premières minutes du film résume bien l'approche de l'équipe, viscérale et frontale.
Mais l'ambiance sur le tournage n'a pas toujours été aussi festive. Lors d'une scène à l'hôpital, Donald Logue s'est déboîté la mâchoire en ouvrant la bouche trop grand. Ce geste, anodin en apparence, a réveillé une ancienne blessure due à un accident de moto et a obligé l'équipe à interrompre brièvement le tournage. Quant à Stan Lee, il avait bel et bien tourné un caméo dans le rôle d'un policier. Mais la scène a été coupée au montage, repoussant à plus tard ses fameuses apparitions dans les adaptations Marvel. Tu diras à Frost que la chasse aux suceurs de sang est ouverte. Je dirais. Durant la post-production, le projet rencontre des turbulences. La première version du film, longue d'environ 2h20, est projetée en avant-première devant un public test et le verdict est sans appel. C'est un échec. Le ton, le rythme, mais surtout la fin, laissent les spectateurs de marbre. Face à cette claque, l'équipe repart au montage. Plusieurs scènes sont retournées, la structure est resserrée et la sortie repoussée de plus de 6 mois. Et le changement le plus spectaculaire concerne le climax. À l'origine, Frost se métamorphosait en une entité vampirique colossale représentée comme une masse de sang mouvante. L'idée était ambitieuse, mais les effets numériques de l'époque peinent à convaincre. Le résultat est flou, illisible et ne suscite aucune émotion. Cette séquence aujourd'hui visible dans les bonus DVD est finalement abandonnée au profit d'un duel plus brut, plus lisible. Une confrontation à l'épée entre Blade et son ennemi, devenue l'une des scènes les plus emblématiques du film. T'arrives trop tard, Blade. Pendant ce temps, une autre bataille se joue en coulisses, celle de la reconnaissance des créateurs du personnage. Au départ, Marvel ne comptait même pas mentionner les auteurs originaux de Blade. C'est le scénariste du long métrage, très attaché au respect du matériau d'origine, qui décide de monter au front. Il contacte les studios et insiste, le scénariste et le dessinateur doivent être crédités. Mais évidemment, tout ne se passe pas si simplement. Les représentants de Marv Wolfman affirment que seul lui mérite cette reconnaissance. Je vais te dire ce qu'on est, Sorette. On est au sommet de la chaîne alimentaire. Mais le scénariste du film refuse d'écarter Gene Colan et reste ferme. Les deux ont contribué à la création du personnage, donc les deux doivent être mentionnés. Une fois le film sorti en salle, Marv Wolfman engage une procédure judiciaire contre Marvel et New Line Cinema, réclamant 35 millions de dollars. Il affirme que lorsqu'il a inventé Blade en 1972, il n'était pas officiellement employé par Marvel, ce qui pourrait lui permettre de réclamer une part des droits. Bon, finalement le procès n'ira pas jusqu'au bout, mais cette action permettra malgré tout d'officialiser leur contribution. Depuis, la mention d'après les personnages créés par Marv Wolfman et Gene Colan figure au générique. Une reconnaissance en grande partie obtenue grâce à la persévérance du scénariste du film, qui s'est battu pour que justice soit rendue au créateur de Blade. Et ce n'est pas le seul litige autour du film. 3 figurants ayant participé à la mythique scène d'ouverture dans le club poursuivent également le studio et la société d'effets spéciaux. En cause, le faux sang utilisé durant le tournage qui leur aurait causé des lésions cutanées irréversibles. Approche, viens de battre! Blade débarque dans les salles américaines le 21 août 1998. À une époque où les adaptations de comics sont encore rares et rarement prises au sérieux, le film surprend tout le monde. Ce soir, il s'éveille. Une race secrète, cachée ici. Ils n'ont peur de rien. Si ce n'est... Blade. Wesley Snipes, au sommet de sa forme, incarne un héros taillé dans l'acier, charismatique, silencieux et furieux. Et le public suit. Avec 45 millions de dollars de budget, le film en rapporte plus de 70 aux États-Unis et 131 à l'échelle mondiale. Une réussite éclatante pour une production classée R, violente, sombre et centrée sur un personnage encore méconnu du grand public. La critique, elle, reste plus mitigée à la sortie. Mais le public ne s'y trompe pas. Ambiance gothique, action nerveuse, bande-son électro-envoûtante, Blade frappe fort. Et surtout, son interprète principal électrise l'écran. Le film est désormais considéré comme une œuvre fondatrice. Bien avant les X-Men ou les Spider-Man de Sam Raimi, il prouve qu'une adaptation de comics peut être à la fois adulte, sérieuse, violente et rentable. Plus de 25 ans après sa sortie, Blade reste une œuvre culte à bien des égards. Bon, certes, les effets spéciaux numériques accusent aujourd'hui le poids des années, rappelant que nous sommes aux prémices du cinéma d'action à grand spectacle. Pourtant, loin d'affaiblir le charme du film, ces éléments visuels dépassés lui donnent presque un cachet nostalgique, renforçant l'identité marquée des années 90. Derrière cette esthétique sombre et très stylisée, le réalisateur Steven Norrington réussit à installer une ambiance viscérale et captivante, soutenue par une bande originale électro mémorable. Le casting est impeccable, le rythme est bien géré, les scènes d'action sont généreuses, que demander de plus ? En définitive, malgré ses défauts techniques mineurs, Blade reste une œuvre incontournable, portée par une narration solide, une mise en scène efficace et une performance centrale magistrale.
un film qui mérite d'être revisité, ne serait-ce que pour rappeler comment il a su imposer, avec audace, un héros aussi atypique dans la culture populaire. Comme vous le savez déjà, la production n'a pas toujours été simple, et Stephen Norrington en garde d'ailleurs quelques souvenirs amers. Si le metteur en scène acceptait tant bien que mal de raccourcir certaines scènes pour satisfaire la MPAA, il vécut très mal les exigences du producteur Bob Shaye, à la tête de la New Line Cinema, qui souhaitait tout simplement supprimer la célèbre scène d'ouverture dans la boîte de nuit. Celui-ci l'a jugée trop longue et trop sanglante. Or, cette séquence était considérée par le cinéaste comme sa contribution la plus importante au film. Il raconte s'être battu bec et ongle pour préserver cette ouverture, ne concédant finalement qu'une coupe de 7 secondes. Malgré ce compromis, le réalisateur reconnaît aujourd'hui que l'expérience fut extrêmement éprouvante pour lui. Lorsque Karen rencontre Whistler pour la première fois, on aperçoit brièvement Blade tenant une carte de la Nouvelle-Orléans. Ce n'est pas seulement un clin d'œil discret à la ville dans laquelle l'action se situe, c'est surtout un hommage aux comics, dont plusieurs intrigues prennent place justement dans cette cité légendaire. Il faut que vous compreniez qu'ils sont partout. Les vampires. Une scène en particulier aurait pu offrir une vision encore plus glaçante du monde imaginé par le film. Dans un échange entre Karen et Frost, concernant le remède au vampirisme, une réplique supprimée devait répondre à une question légitime. Comment les vampires pourraient-ils survivre si toute l'humanité était transformée en vampire? La réponse était aussi macabre que dérangeante. Les humains auraient été maintenus en vie, enfermés dans d'énormes poches de sang pour servir de réserve alimentaire. Ironiquement, ce concept sera repris plus tard et constituera même un élément clé dans l'intrigue de Blade 3. Impossible de parler du film sans évoquer l'impressionnant Pearl, ce personnage énorme pesant près de 325 kg de peau en latex. Pour réaliser cette scène, il fut nécessaire de construire tout le décor autour du costume, tellement imposant qu'il devait être déplacé à l'aide d'un chariot élévateur. Ça doit être Pearl, le gardien des archives. Le succès phénoménal de ce long métrage, arrivé peu après le très décrié Batman et Robin, a marqué une étape essentielle dans l'histoire des adaptations de comics au cinéma. Beaucoup considèrent en effet ce triomphe inattendu comme le début de la montée en puissance du genre super-héroïque vers la domination qu'il exerce aujourd'hui dans le paysage cinématographique grand public. Une autre particularité souvent remarquée par les spectateurs réside dans les étranges similitudes entre Blade et Matrix, sortis un an plus tard, en 1999. En effet, les deux films partagent de nombreux points communs. Un héros vêtu d'un long manteau noir, une réalité quotidienne trompeuse contrôlée secrètement par une force obscure, une poignée de résistants clandestins engagés dans une lutte contre l'oppression invisible, et des scènes de combat où les arts martiaux tiennent une place centrale. On retrouve même en plein milieu du film un effet très similaire rendu célèbre par Matrix. Ces ressemblances sont pourtant purement fortuites, puisque Matrix était déjà écrit et en préparation bien avant la sortie du film de Stephen Norrington. Et voilà, c'est tout pour Blade. J'espère que vous avez passé un bon moment, et on se retrouve très vite pour de nouvelles rétrospectives. En attendant, n'oubliez pas de commenter, liker et de vous abonner.